On a presque tous un ordinateur à la maison ou au bureau, on s'en sert tous les jours, mais est-ce qu'on s'est déjà vraiment demandé ce qui se passe à l'intérieur? C'est ce qu'on va décortiquer ensemble. On va soulever le capot et regarder ce qui fait tourner la machine. Ouais, pour la plupart d'entre nous, c'est juste une sorte de boîte noire. On appuie sur un bouton, des choses apparaissent à l'écran, et ça marche. Mais comment? Qu'est-ce qui se trame vraiment là-dedans? Alors, partons du tout début. Le geste le plus simple, appuyer sur le bouton d'alimentation. C'est le point de départ de tout un processus, et on va le suivre pas à pas. Ok, avant de plonger les mains dans le cambouis, si on commençait par les bases, les mots eux-mêmes. Qu'est-ce qu'un ordinateur? D'où vient le mot informatique? Ça en dit déjà long sur la nature de ces machines. Le terme informatique, par exemple, ce n'est pas un mot qui est tombé du ciel. C'est en fait un néologisme créé en 1962 qui est tout simplement la contraction de deux mots, information et automatique. Logique, non? La science du traitement automatique de l'information. Mais alors, le mot ordinateur, là c'est une autre histoire encore plus intéressante. On aurait pu l'appeler un calculateur, ça aurait été simple. Mais non. Le mot a été choisi pour évoquer quelque chose de plus puissant, une machine qui met de l'ordre, qui organise l'information. L'idée vient même d'un adjectif latin qui signifiait « Dieu mettant de l'ordre dans le monde ». Rien que ça. Bon, maintenant qu'on a posé ces bases, revenons à notre machine. On a appuyé sur le bouton. Que se passe-t-il exactement à cet instant? C'est le moment du réveil. Alors, ce n'est pas magique, hein. Quand on allume le PC, ça déclenche une chaîne de réaction très précise en 4 temps. D'abord, le courant arrive. Ensuite, le processeur se réveille et va lire ce qu'on appelle le BIOS. C'est une sorte de checklist pour vérifier que tout le matériel est bien là et fonctionne. Si c'est bon, on entend souvent un petit bip de confirmation. Et seulement après ça, le système d'exploitation, Windows, macOS, etc., peut enfin se lancer. Et voilà, la machine est prête à travailler. Maintenant que la machine est bien réveillée, on peut commencer à explorer ces deux facettes. On peut voir ça un peu comme le corps et l'esprit. L'un ne va pas sans l'autre. C'est vraiment la meilleure image. Le matériel, le hardware, c'est tout ce qu'on peut toucher. L'écran, le clavier, les puces à l'intérieur, c'est le corps. Et le logiciel, le software, eh bien ce sont les programmes, les instructions, c'est l'esprit qui donne des ordres à ce corps. Les deux sont absolument indissociables. Commençons par le corps, le matériel. Il se présente sous différentes formes. On a par exemple le desktop, ce format tout en un où l'écran et la tour sont fusionnés. C'est compact, ça prend moins de place, mais ce n'est pas toujours facile à améliorer ou à réparer. Ensuite, on a le grand classique, la tour, le boîtier vertical. Son gros avantage, c'est sa modularité. C'est beaucoup plus simple de l'ouvrir, de changer une pièce, d'ajouter de la mémoire. C'est le format préféré de ceux qui aiment bricoler un peu leur machine. Et puis, évidemment, il y a le portable, le laptop. Là, le compromis est clair. On sacrifie la facilité d'évolution, c'est quasi impossible de changer des pièces soi-même, mais on gagne un avantage énorme, la mobilité. On peut l'emporter partout avec soi. À l'intérieur de ces machines, il y a deux types de mémoire qu'il faut absolument distinguer. Pensez-y comme ça. La RAM, c'est votre établi de travail. C'est là où on pose les outils et les dossiers sur lesquels on travaille en ce moment. C'est super rapide, mais à la fin de la journée, quand on coupe le courant, on range tout. L'établi est vide. Le disque dur, au contraire, c'est l'armoire de rangement, le classeur. C'est là qu'on stocke tout à long terme, même quand l'ordinateur est éteint. C'est plus lent d'aller chercher quelque chose, mais rien ne se perd. Ok, passons à l'esprit de la machine, le logiciel. Et la pièce maîtresse, le grand patron, c'est le système d'exploitation. Windows, macOS, Linux. Son rôle, c'est de faire le lien entre nous, les humains, et la machine. C'est lui qui gère toutes les ressources, qui dit à chaque composant quoi faire. C'est vraiment le chef d'orchestre. Et si le système d'exploitation est le chef, alors les logiciels d'application, ce sont les musiciens, les instruments. Ce sont les outils qu'on utilise tous les jours. Le traitement de texte pour écrire un document, le navigateur pour aller sur le web, le logiciel de retouche photo. Chacun a une tâche bien précise à accomplir. Bon, on a une machine qui fonctionne. Elle a un corps, un esprit, mais un ordinateur tout seul, aujourd'hui, ça ne sert plus à grand-chose. L'étape suivante, c'est bien sûr de la connecter au reste du monde. Et cette connexion au monde Internet a une origine assez surprenante. Tout a commencé en pleine guerre froide. En 1957, l'URSS lance le satellite Sputnik, et ça crée une véritable onde de choc aux États-Unis. Ils se disent qu'ils doivent absolument avoir un réseau de communication qui puisse résister à une attaque nucléaire. C'est comme ça qu'est né ARPANET, un projet militaire décentralisé. Et puis, en 1969, des universités se sont greffées dessus, et c'est devenu, petit à petit, l'Internet qu'on connaît aujourd'hui. Et pour se brancher sur ce réseau géant, il faut un outil, un de ces fameux logiciels d'application, le navigateur web. C'est notre porte d'entrée.
Parmi les plus connus, on a bien sûr Firefox ou encore Google Chrome. Mais il y en a d'autres, bien sûr. Si on est dans l'écosystème Apple, le navigateur par défaut, c'est Safari. Et chez Microsoft, le vieil Internet Explorer a depuis longtemps laissé sa place à Microsoft Edge. Ok, nous voilà connectés. C'est génial, ça ouvre des possibilités incroyables. Mais ça vient aussi avec son lot de dangers. Alors comment on fait pour naviguer dans ce monde numérique sans prendre trop de risques? La menace la plus connue, c'est bien sûr le virus. Qu'est-ce que c'est au fond? C'est un petit bout de code, un mini-programme dont le seul et unique but est de se reproduire et de se propager. Il va s'installer sur une machine sans qu'on lui demande rien, et ensuite il va tout faire pour infecter d'autres ordinateurs, que ce soit via le réseau, une clé USB, un email. Et des virus, il y en a de toutes sortes. On parle de logiciels malveillants ou malware. Par exemple, il y a les vers, qui se répliquent tellement qu'ils peuvent finir par bloquer tout un réseau. Il y a les logiciels espions, les spywares, qui sont très discrets et qui vont envoyer des infos personnelles à leurs créateurs. Les chevaux de 3E se font passer pour un programme inoffensif pour qu'on les installe. Et puis, il y a les keyloggers, qui sont particulièrement vicieux. Ils enregistrent tout ce qui est tapé au clavier, y compris les mots de passe. Alors, face à tout ça, comment on se défend? La solution, elle est double. D'abord, il y a la technique. Installer un bon antivirus et, surtout, le garder à jour. De nouveaux virus apparaissent tous les jours. Mais ça ne suffit pas. Le deuxième pilier est peut-être le plus important, c'est le comportement humain. Être prudent. Se méfier des emails bizarres, des sites web suspects, des clés USB qu'on ne connaît pas. La meilleure défense, au final, c'est la vigilance. Voilà le voyage. On est parti d'une simple pression sur un bouton et on a découvert toute la mécanique, toute la logique qui se cache à l'intérieur de cette boîte. Un corps, un esprit, une connexion au monde. C'est tout un univers. La question c'est, la prochaine fois qu'on allumera cet ordinateur, est-ce qu'on le verra encore de la même façon ?